traditionnellement, la musique électronique, c'est une musique qui est composée en studio par des humains, mais qui après est jouée par les machines. Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec Helmut Lobby, c'est d'inverser cette dynamique et de faire des logiciels et des instruments qui pourraient, d'une certaine façon, composer la musique pour laisser tout le fun à l'humain, et le fun, il est dans l'interprétation. Helmut Lobby, on s'est constitué en 2002 sur une frustration. C'est la frustration que quand vous êtes un musicien électronique et que vous allez sur scène, ça ressemble à ça. Le public, ce qu'il voit, c'est un laptop avec une pomme qui brille dans le noir. Il ne sait pas si vous êtes en train de jouer à Call of Duty ou si vous êtes en train de faire la musique. Peut-être que vous êtes en train de lire vos mails. Et c'est assez frustrant. Et en tant que musicien électronique, ceux qui ont fondé Helmut Lobby au départ, ils avaient déjà des carrières derrière eux. Et dans ces carrières, du fait de leur production musicale, ils étaient invités sur scène et ne se sentaient pas à l'aise, ils n'avaient pas leur place. Alors certains musiciens vont chercher des artifices pour pouvoir faire baisser cette tension, créer de la diversion sur scène en se déguisant, en mettant peut-être des feux d'artifice derrière eux ou des choses comme ça. Et ce qu'on a essayé de faire avec Helmut Lobby, c'est de créer des instruments qu'on allait pouvoir aller jouer pour aller défendre de la musique électronique en live, vraiment comme le ferait n'importe quel autre type de musicien. Alors 10 ans plus tard, un concert d'Helmut Lobby, ça ressemble à ça. Je suis émerveillé de voir combien de personnes partagent avec moi le goût de la musique ce soir. Dans cette vidéo. Vous voyez, on a une vraie batterie qu'on a augmentée avec des capteurs, et les capteurs ne vont pas rajouter des sons sur la batterie, ils vont avoir un impact sur ce que le bassiste est en train de jouer. Et le bassiste, il est en train de jouer avec une manette de PlayStation 3. Les notes qu'il a accessibles sur sa PlayStation 3 sont en fait contraintes par ce qu'est en train de jouer Pascal avec les pads et les joysticks, et le son de la basse est contraint par ce que la batterie est en train de jouer. Par exemple, si le batteur tape sur la grosse caisse, le bassiste a une basse électrique. Si le batteur joue sur la caisse claire, le bassiste a une basse acoustique. Et ça, c'est le genre de magie qu'on a développé. C'est les outils qu'on a développés pour permettre à des performeurs qui n'étaient pas des performeurs au départ de le devenir et d'aller défendre leur projet sur scène. On a appelé ce système le Real-Time Systemic Music Framework. C'est un nom un peu barbare comme ça, mais en fait c'est assez simple. Il y a 3 concepts de base qui sont le fait que tout est en réel. Si on ne touche pas les instruments ne jouent pas tout seuls. Les instruments sont expressifs parce que les instruments de musique électronique ne l'ont pas toujours été et ne le sont pas toujours. Donc c'est-à-dire qu'on veut pouvoir faire passer de l'émotion, faire passer de l'attention à travers l'instrument, et pour ça il faut que l'instrument puisse répondre à des petites variations et pas juste être un bouton qui est on-off et c'est tout, quoi. Et donc ça, c'est le deuxième axe, c'est l'expressivité. Et le troisième, c'est la systémique. La systémique est un tout petit peu plus compliquée, mais pas tellement plus. Donc si vous avez un groupe de rock classique, vous avez une guitare, une basse, une batterie, les 3 vont jouer et vont interagir ensemble au niveau des musiciens. Les musiciens vont s'écouter, se répondre et vont jouer différemment en fonction de ce que les autres sont en train de jouer. Et à la fin, on va mixer tout et l'envoyer dans une sono ou sur un disque. Dans la musique systémique, les instruments se parlent aussi. Et c'est ça, ces relations entre le batteur qui a une influence sur la basse et le claviériste qui a une influence aussi sur la basse, ça c'est de la systémique musicale. Et ce framework systémique, il est composé de plein de petits blocs techniques, c'est des petites briques conceptuelles qui sont assez simples, et c'est des petits logiciels ou des petits morceaux d'électronique. Et je vais vous en présenter 2, mais il en existe plein d'autres. Le premier, c'est celui-ci, c'est le beat fader. Si la vidéo veut bien jouer. Alors, le beat fader, il est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie d'un type de détournement qu'on a fait énormément. On a pris des instruments qui existaient sur le marché. Ça, ce sont des espèces de jouets pour DJ qui ne sont même pas de très bonne qualité, mais qui sont faits pour la diffusion. C'est fait pour pouvoir jouer des disques dans des fêtes d'anniversaire. Mais en fait, quand on regarde
de façon plus abstraite ce que c'est jamais que des contrôles électroniques qui vont envoyer des signaux à un ordinateur et l'ordinateur va les interpréter. Nous, on a transformé ces outils qui étaient faits pour la diffusion et on en a fait des outils qui sont faits pour la performance. Et avec le bit fader, en fait, vous déplacez le curseur de gauche à droite et quand vous atteignez certains points sur la course du curseur, vous déclenchez des notes. Donc c'est relativement simple comme outil, mais c'est très puissant. Une deuxième brique de ce framework, c'est le counter. Et comme son nom l'indique bien, c'est juste un compteur. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compter les impulsions, les événements, par exemple le nombre de frappes sur la grosse caisse, et puis il va donner un ordre en fonction de quand il atteint un certain nombre. Par exemple, si je joue 3 fois la grosse caisse, la prochaine caisse claire a une cymbale bonus, ou si je joue 3 fois la grosse caisse, le son de la basse va changer. Ça, c'est un autre élément, une autre brique conceptuelle du framework, il y en a encore plein d'autres. Et quand on met tout ça ensemble, je vais juste passer ça, quand on met tout ça ensemble, on se retrouve avec un système qui ressemble à ça, où on a mis des compteurs sur les bit faders. Les bit faders, on les a mis sur des surfaces tactiles avec du XY et parfois de la pression. On a mis un joystick avec un pitch bend magique, c'est-à-dire que c'est comme une modèle de pitch bend sur le côté des claviers, mais plutôt que d'aller à la prochaine note de la portée, il va aller à la prochaine note de la gamme. Donc vous êtes toujours juste. Et on bricole comme ça, c'est encore une autre, des autres modules. Et on en a, comme je vous dis, plein. Et une fois qu'on a eu terminé de jouer avec ça pour nous, parce qu'au départ, c'était quelque chose qu'on a fait pour nos propres besoins scéniques. On s'est rendu compte qu'on pouvait l'utiliser également dans la perspective de permettre à des gens qui n'ont pas de bagages musicaux ou qui n'ont pas l'opportunité de pratiquer leur instrument, d'avoir ce plaisir de l'interprétation musicale. Et on a créé Playground. Et Playground, c'est l'application que vous avez vue tout à l'heure. C'est en fait un condensé de tout le framework mis dans une application mobile, et puis on en a fait une version, comme vous avez vu, sur une grande table tactile, et qui permet de jouer en fait tous les instruments en une fois, en glissant son doigt sur l'écran. Vous êtes toujours juste, vous êtes toujours plus ou moins dans le temps, vous pouvez faire des trucs plus ou moins beaux en fonction de votre compétence, mais vous ne pourrez jamais faire un truc qui est complètement moche. Ça, c'est la magie de Playground. Et ici, c'est une map qu'on a fait avec Alta qui sera aux Ardentes ici cet été. Moi, je vous conseille fortement d'aller écouter leur album. C'est un des meilleurs albums de rap que j'ai entendu cette année, quoi. Mais, mon opinion. Puis on a fait une autre version. Vous avez déjà vu la grande table, vous avez déjà vu sur le téléphone. On en a fait une troisième version qui est probablement la plus grande à ce jour. On l'a fait sur une rampe de skateboard. Et là, c'est exactement le même principe que sur l'iPhone ou sur l'iPad, sauf qu'on a remplacé la surface tactile par la rampe de skate, et le doigt est remplacé par le skateboard, quoi. C'est lui qui... Tout est joué en direct à nouveau, quoi. C'est lui qui joue tout, quoi. Et je vais passer à la vidéo suivante avant qu'il ne tombe, parce que je connais la vidéo, quoi. Je vous parlais d'augmenter l'expressivité du beat fader tout à l'heure, mais je ne vous ai pas raconté l'histoire du beat fader. Le beat fader, en fait, c'est, vous savez, quand les rappeurs chantent, ils bougent leurs mains dans l'espace sur le rythme. Et un jour, il y avait un rappeur qui était au studio, et il était en train de rapper, et il bouge sa main, et il y avait une table de mixage devant lui, du coup, il bouge le fader sur le rythme de ce qu'il est en train de rapper. Et puis, il arrête et il dit « Ce serait super si je pouvais faire le beat comme ça, directement, en jouant sur le fader. » Un quart d'heure plus tard, il y avait un prototype fonctionnel, un petit bout de software qui permettait de faire ça. Et c'était il y a des années. Et puis, quelques années, il y a 3 ans maintenant, 4 ans, on était au Music Tech Fest, au hackathon, et on s'est dit on va pousser ce truc-là plus loin et on va lui permettre au beatfader de jouer aussi des basslines. Et pour jouer les basslines, on augmente l'expressivité du beatfader, c'est-à-dire on met des capteurs sur le capuchon en plastique qui permettent de bouger le curseur, et quand on le presse, on envoie un nouveau contrôle qui va déclencher les basslines. Et c'est comme ça qu'est né le Control Cap, qui est maintenant un produit qu'on vend, et qu'on a un petit peu réorienté vers un public qui est plus apte à exploiter vraiment son potentiel, c'est-à-dire les DJ du monde du hip-hop qui font du scratch, parce que les scratchers ont une main sur le vinyle, une main sur le crossfader, et s'ils veulent ouvrir un effet ou faire quoi que ce soit d'autre, ils sont obligés de couper la phrase sur laquelle ils se trouvent. Et donc on s'est dit, plutôt que de les obliger à lâcher le fader pour aller tourner un bouton, on va mettre le bouton dans le fader, comme ça ils n'ont plus besoin de bouger leurs mains, quoi. Et
Et voilà le contrôle cap. Et vous allez voir sur la vidéo, on voit un petit bout d'interface en dessous où vous voyez les contrôles des effets. Et quand il presse sur le bouton du fader, les effets s'ouvrent. Ça nous a pris quelques temps d'arriver à miniaturiser tout et à le rendre suffisamment autonome et sans fil, machin, tout ça. Mais bref, on y est. Maintenant, il existe, il est fait, quoi. J'ai encore une dernière petite vidéo que j'ai envie de vous montrer parce qu'elle est particulièrement belle, enfin, de mon point de vue de développeur de l'application Playground. C'est un DJ de Los Angeles qui s'appelle Undercut qui nous l'a envoyé il y a quelques jours. Et en fait, il reprend plusieurs maps de Playground et il fait un nouveau morceau avec. Plutôt que de remixer une seule map, il en a utilisé plusieurs. Et pour nous qui avons passé beaucoup de temps à détourner des instruments qui ont été proposés par d'autres, c'est vraiment ça me fait très plaisir de voir à nos utilisateurs qui détournent notre instrument au service de sa créativité. Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin et d'explorer ce qu'on fait, je vous conseille d'aller voir nos sites web. Et on est sur les réseaux sociaux, évidemment, un peu partout. Et l'application Playground est gratuite, elle est sur l'App Store. Malheureusement, elle n'existe que pour iOS, donc c'est iPhone, iPad. Mais elle a été téléchargée plus de 500 millions de fois. 500 000 fois, excusez-moi. Bon, un demi-million. C'est un demi-million que je voulais dire. Plus d'un demi-million de fois. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle nous plaît et qu'elle plaît à plein d'utilisateurs. Voilà. Merci.